Votre fille est impliquée dans... Les mots du directeur résonnaient encore dans ma tête, comme un écho funeste dans le couloir silencieux de l'école. La première semaine de classe de Léa, ma fille de 6 ans, est déjà un appel de l'établissement. Mon cœur s'est emballé, un nœud s'est formé dans mon estomac. Qu'avait-elle bien pu faire? Léa est une enfant douce, sensible, un peu timide peut-être, mais jamais turbulente. Les bêtises, ce n'était pas son truc. Alors, pourquoi cet appel? Pourquoi maintenant? Je me suis excusée auprès de ma collègue, prétextant un impératif familial pour quitter la réunion en catastrophe. Dans le taxi qui me menait à l'école, 1000 scénarios catastrophes ont défilé dans ma tête. Un accident? Une bagarre? Des problèmes avec d'autres enfants? Plus j'approchais, plus l'angoisse montait. J'avais l'impression de retourner à l'école. Mais cette fois, dans le rôle du parent convoqué, celui qui redoute la sentence. Le directeur, M. Dubois, m'a accueilli avec un sourire contrit, un sourire de circonstance qui ne trompait personne. Son bureau sentait la cire et le papier, un parfum d'enfance qui, étrangement, ne me rassurait pas du tout. Il m'a fait signe de m'asseoir, puis a repris la parole, sa voix grave et mesurée. « Monsieur Lambert, je vous ai appelé concernant Léa. Il y a eu un petit incident ce matin. » Un petit incident, bien sûr. C'était toujours comme ça que ça commençait, les petits incidents qui se transformaient en catastrophes monumentales. J'ai attendu la suite, le souffle court, les mains moites. Monsieur Dubois a continué, hésitant un instant avant de prononcer les mots fatidiques. Léa a été trouvée en train de distribuer des tracts dans la cour de récréation. Des tracts, disons, peu appropriés pour des enfants de son âge. Des tracts? Léa? Distributrice de tracts? Je n'y comprenais rien. Ma fille, si réservée, si sage, se transformait en militante du jour au lendemain. C'était absurde. J'ai froncé les sourcils, visiblement perdu. Monsieur Dubois, sentant mon incompréhension, a éclairci sa gorge et ajouté « Il s'agissait de tracts, incitant à la grève des devoirs, avec des slogans assez virulents contre l'autorité parentale et enseignante. » La grève des devoirs? Des slogans virulents? Là, j'ai cru halluciner. Léa, 6 ans, en croisade contre les devoirs et l'autorité. C'était tellement gros, tellement improbable, que j'ai failli en rire nerveusement. Mais le visage sérieux de M. Dubois m'a vite ramené à la réalité. Ce n'était pas une blague. Il a poursuivi, en me tendant un de ces fameux tracts. Un papier A4, plié en deux, avec des dessins enfantins et des slogans écrits en grosses lettres maladroites. Non au devoir. Libérez-nous. Les parents et les maîtresses, c'est des méchants. J'ai déchiffré ces inepties, le sang qui commençait à bouillir dans mes veines. C'était absurde, ridicule, et pourtant, il y avait quelque chose de familier dans ce délire. Un style, une tournure d'esprit, une espèce de provocation enfantine mais perverse. Soudain, un éclair de lucidité m'a traversé l'esprit. J'ai relevé les yeux vers M. Dubois et je lui ai posé la question qui me brûlait les lèvres. « Monsieur le directeur, est-ce que par hasard, ma sœur, Camille, aurait quelque chose à voir avec tout ça? » M. Dubois a hésité une fraction de seconde, puis a acquiescé d'un hochement de tête significatif. En effet, Monsieur Lambert, plusieurs enfants ont affirmé avoir reçu ces tracts d'une dame qui ressemblait beaucoup, selon leur description, à la tante de Léa. Une dame très enthousiaste et, comment dire, un peu extravagante dans ses propos. Extravagante. C'était un euphémisme. Ma sœur Camille était bien plus qu'extravagante. Elle était toxique, manipulatrice, perverse. Une véritable calamité ambulante. Et le pire, c'est qu'elle avait une influence désastreuse sur Léa, ma fille, sa nièce. J'ai senti la colère monter en moi, une colère froide, sourde, destructrice. Camille avait encore frappé. Elle avait encore réussi à semer la pagaille dans ma vie, à travers Léa, à travers l'école, à travers cette histoire de tract débile. Je suis sortie du bureau de M. Dubois comme un automate, le tract ridicule froissé dans ma poche. J'ai récupéré Léa dans sa classe, le cœur lourd, le visage fermé. Elle m'a regardé avec ses grands yeux innocents, sans comprendre mon air sombre. Dans la voiture, le silence était pesant. Je ne savais pas comment aborder le sujet, comment lui expliquer l'inconcevable. Finalement, c'est elle qui a brisé le silence, sa petite voix timide. « Papa, tata Camille, elle est gentille, hein ?» Les mots de Léa m'ont poignardé le cœur. Gentille, Camille, gentille. Cette femme qui pourrissait ma vie depuis des années, qui manipulait tout le monde,
qui se nourrissait du malheur des autres. Gentille, celle qui venait d'instrumentaliser ma fille pour ses propres délires. J'ai serré les dents, ravalant ma colère, et j'ai répondu, la voix blanche, « Oui, Léa. Tata Camille, elle est spéciale. » Spéciale, c'est encore un euphémisme. Camille était spéciale, oui, dans le mauvais sens du terme. Elle était la sœur cadette, celle qui avait toujours vécu dans l'ombre de l'aîné. Celui qui réussissait tout, celui que les parents préféraient, celui que la société admirait. Moi. Depuis l'enfance, Camille avait développé une jalousie maladive à mon égard, une rancœur tenace qui s'était transformée en une véritable obsession. Elle passait son temps à me saboter, à me mettre des bâtons dans les roues, à me nuire par tous les moyens possibles et imaginables. Au début, c'était des petites mesquineries, des vacheries d'enfants. Puis, avec l'âge, ça avait dégénéré. Elle avait essayé de briser mes relations amoureuses, de me discréditer professionnellement, de monter ma famille contre moi. Rien ne l'arrêtait. Elle était comme une sangsue, collée à ma peau, se nourrissant de mon énergie, de mon bonheur, de ma vie. Et maintenant, elle s'en prenait à Léa. Ma fille, la prunelle de mes yeux. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Cette fois, Camille était allée trop loin. Je ne pouvais plus tolérer ses agissements. Il fallait que ça cesse. Définitivement. En rentrant à la maison, j'ai pris Léa dans mes bras et je lui ai expliqué, avec des mots simples, que Tata Camille avait fait une bêtise à l'école, que ce n'était pas bien de distribuer des tracts sans demander l'autorisation, et encore moins des tracts avec des slogans méchants. Léa a écouté attentivement, ses yeux fixés sur les miens. Elle a semblé comprendre, mais j'ai senti qu'elle était un peu perturbée, un peu déçue. Camille avait dû lui présenter cette histoire de tract comme un jeu amusant, une sorte de rébellion héroïque contre les méchants adultes. Après avoir couché Léa, je me suis enfermée dans mon bureau, le tract de la honte sur mon bureau. J'ai relu ces slogans ineptes, ces dessins enfantins, et la colère est revenue. Plus forte que jamais. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Camille. Il a fallu plusieurs sonneries avant qu'elle ne décroche, sa voix traînante et ironique. « Alors, mon cher frère, qu'est-ce qui t'amène? Un petit problème avec ta progéniture. » Sa voix, cette voix que j'avais autrefois aimée, admirée, me hérissait maintenant le poil. J'ai respiré profondément, essayant de garder mon calme, et j'ai répondu, la voix ferme. « Camille, je sais que c'est toi qui as donné ces tracts à Léa. Je sais que c'est toi qui l'as incité à faire ça à l'école. » Silence au bout du fil, un silence pesant, révélateur. Puis un rire moqueur, strident, celui de Camille, celui qui me glaçait le sang depuis toujours. « Oh, tu es au courant? Bravo, Sherlock Holmes. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Me punir, me priver de dessert ?» Son sarcasme, sa provocation, étaient insupportables. J'ai serré le poing, essayant de ne pas céder à la rage qui montait en moi. « Camille, ce n'est pas drôle. Tu as mis Léa dans une situation impossible. Tu as perturbé sa première semaine d'école. Tu as ridiculisé notre famille. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'en prends toujours à moi, à ma vie, à mes enfants? » Sa réponse a fusé, cinglante, venimeuse. « Parce que je peux, parce que ça m'amuse, parce que tu le mérites. Tu as toujours tout eu. Toi, l'amour de nos parents, la réussite professionnelle, une belle famille. Tu es parfait, monsieur parfait. Ça m'insupporte. Alors, de temps en temps, j'aime bien te rappeler que tu n'es pas aussi génial que tu le crois. Et utiliser ta fille pour ça, c'était juste une cerise sur le gâteau. » Ces paroles étaient comme des coups de couteau. Cruelles, gratuites, destructrices. J'ai senti les larmes monter à mes yeux, des larmes de colère, de frustration, de désespoir. « Tu es malade, Camille. Tu es vraiment malade. Tu as besoin d'aide. » Elle a éclaté de rire, un rire hystérique, presque effrayant. « De l'aide? Moi? Mais c'est toi qui as besoin d'aide, mon pauvre frère. Tu es tellement naïf, tellement aveugle. Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir comme ça? Tu crois vraiment que tu vas me faire changer? Tu te trompes lourdement. Je ne changerai jamais, et je ne te laisserai jamais tranquille. » Elle a raccroché, me laissant seule avec sa voix haineuse, avec ses mots empoisonnés, avec ma rage impuissante. J'ai reposé le téléphone, le cœur brisé, l'âme déchirée. J'étais à bout. Je ne savais plus quoi faire, plus quoi penser. Camille était un monstre, un vampire émotionnel, et j'étais sa victime préférée. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Les paroles de Camille tournaient en boucle dans ma tête, comme un disque rayé.
Je ne changerai jamais. Et je ne te laisserai jamais tranquille. Était-ce vrai? Était-ce ma destinée de vivre éternellement sous l'emprise de ma sœur, sous son joug toxique? Non. Je refusais d'y croire. Il devait y avoir une issue. Il devait y avoir une solution. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Une décision radicale, douloureuse, mais nécessaire. J'ai appelé mes parents, et je leur ai demandé de venir me voir. Ils sont arrivés dans l'après-midi, inquiets, se doutant qu'il se passait quelque chose de grave. Je leur ai tout raconté. L'appel de l'école, les tracts, l'implication de Camille, ses paroles haineuses, son obsession destructrice. Mes parents ont écouté en silence, le visage grave, les yeux tristes. Ils connaissaient Camille, ils connaissaient ses travers, mais ils avaient toujours refusé de voir la vérité en face. Ils l'avaient toujours excusée, protégée, justifiée. Elle est fragile, disait-il. Elle a souffert, répétait-il. Il faut être indulgent avec elle, suppliait-il. Mais cette fois, même eux ne pouvaient plus fermer les yeux. Même eux devaient admettre la réalité. Camille était allée trop loin, elle avait franchi la ligne rouge. Elle s'en prenait à un enfant, à leur petite fille. C'était inacceptable. Ma mère a pleuré, mon père a serré les poings. Pour la première fois, ils ont semblé réaliser l'étendue des dégâts, la profondeur de la blessure. Après une longue discussion, nous avons pris une décision commune. Il fallait agir. Il fallait protéger Léa. Il fallait protéger ma famille. Il fallait protéger ma propre santé mentale. Nous avons décidé de couper les ponts avec Camille. Définitivement. Je sais, ça peut paraître radical, extrême, impitoyable. Couper les ponts avec sa propre sœur, avec un membre de sa famille, c'est toujours douloureux, déchirant. Mais parfois, c'est la seule solution. Parfois, il faut se protéger. Il faut préserver son équilibre. Il faut se sauver soi-même. J'ai envoyé un message à Camille, un message court, simple, définitif. Camille, après ce que tu as fait avec Léa, c'est terminé. Je ne veux plus te voir, je ne veux plus te parler. Je ne veux plus que tu approches de ma famille, c'est fini. Sa réponse n'a pas tardé. Un message incendiaire, rempli d'insultes, de menaces, de jurons. Un message digne de Camille, un message qui confirmait ma décision. Je l'ai bloqué, j'ai supprimé son numéro, j'ai effacé toute trace de son existence de ma vie. Les premiers jours, les premières semaines ont été difficiles. Un vide immense, une douleur sourde, un sentiment de culpabilité lancinant. Mes parents étaient aussi bouleversés, mais ils comprenaient la nécessité de cette rupture. Léa, elle, ne s'est rendue compte de rien. Elle était trop petite pour saisir l'ampleur de la situation, la gravité de la décision, et c'était tant mieux. Je voulais la protéger, la préserver de la toxicité de sa tante. Petit à petit, le temps a fait son œuvre. La douleur s'est estompée, le vide s'est comblé, la culpabilité s'est dissipée. J'ai retrouvé une sérénité que je n'avais pas connue depuis des années. Ma famille s'est resserrée autour de moi, plus unie que jamais. Léa a épanoui, heureuse, insouciante. La vie a repris son cours, plus douce, plus paisible, plus lumineuse. J'ai appris une leçon précieuse dans cette histoire. La famille, ce n'est pas toujours un don du ciel, une source de bonheur et d'épanouissement. Parfois, la famille, ça peut être aussi une source de souffrance, de destruction, de toxicité. Et parfois, il faut avoir le courage de couper les liens, de se libérer de l'emprise destructrice pour pouvoir enfin respirer, pour pouvoir enfin vivre. J'ai coupé les ponts avec ma sœur Camille. Je ne sais pas si un jour je la pardonnerai. Je ne sais pas si un jour nous nous reparlerons. Peut-être que le temps apaisera les blessures, cicatrisera les plaies. Peut-être que l'avenir nous réserve des surprises. Mais pour l'instant, je suis en paix. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai protégé ma fille. J'ai protégé ma famille. Je me suis protégée moi-même, et c'est tout ce qui compte.